En tout cas, on avait envie de continuer à travailler et bien sûr, on n'imaginait pas la vie sans. Installez-vous confortablement. Souvenez-vous, nous sommes en 1995. La France traverse une époque de grande mutation culturelle et dans les salles obscures, un séisme cinématographique s'apprête à bousculer les consciences. Une femme au tempérament de feu décide de briser un immense tabou de la société bourgeoise, l'homosexualité féminine et le schéma de la famille non traditionnelle. Cette femme, c'est Josiane Balasco. Avec Gazon Maudit, elle signe un chef-d'œuvre d'audace, cumulant plus de 4 millions d'entrées, déclenchant des vagues de rire dans tout le pays et s'offrant le prestigieux César du meilleur scénario. La France célèbre le génie d'une femme libre, provocatrice et profondément humaniste. Les projecteurs sont aveuglants, les applaudissements sont unanimes. Mais derrière le rideau de velours rouge de ce triomphe national, loin de l'effervescence des tapis rouges, se joue un drame invisible. Le prix de cette gloire transgressive, ce n'est pas Josiane Balasco qui va le payer. C'est sa fille, Marie-Lou, alors âgée de seulement 11 ans. Pour comprendre l'intensité de ce qui va suivre, il faut se replonger dans la psychologie de cette époque. En 1995, aborder ce thème au cinéma avec autant de superbe est un acte de bravoure artistique, mais aux yeux d'une partie du public conservateur, cela reste une provocation insoutenable. Et lorsque l'on ne peut pas atteindre l'icône publique, on s'en prend inconsciemment à ce qu'elle a de plus cher. Pour la jeune Marie-Lou, l'entrée dans la cour de récréation devient soudainement synonyme d'une hostilité sourde. Les enfants, souvent le miroir grossissant des préjugés des adultes, font payer à la fillette l'anticonformisme de sa mère. Chaque jour à l'école devient une épreuve psychologique, un terrain glissant où le chef-d'œuvre de sa meule, lui, est jeté au visage comme une anomalie. Marie-Lou subit l'isolement, les chuchotements malveillants et les moqueries répétées. Mais le plus douloureux, c'est le grand silence, le silence institutionnel. Le corps enseignant, ces adultes censés incarner la protection, choisit de détourner le regard par malaise face au thème du film. La détresse de Marie-Lou est totale, emmurée vivante dans une indifférence académique révoltante. Quelques années plus tard, libérée de ce poids, Marie-Lou Berry posera des mots d'une lucidité désarmante sur cette période de sa vie. Ce film était un triomphe national, mais à l'école, c'était un cauchemar quotidien que je devais affronter seul sous le regard indifférent des adultes. Imaginez le déchirement intime de Josiane Balasco. Elle, la figure de proue du cinéma populaire, réalise avec effroi que sa liberté créative a involontairement transformé la vie de son enfant en une épreuve douloureuse. Un sentiment de culpabilité maternelle commence à s'installer. Comment concilier la fierté d'avoir offert une œuvre féministe majeure et la souffrance de voir sa propre fille marginalisée à cause de ce succès? Ce paradoxe cruel va forger entre les deux femmes un pacte invisible, celui de la résilience et d'une protection mutuelle indéfectible. Marie-Lou apprend très tôt à s'endurcir et à puiser sa force uniquement au sein du cocon familial. Elle ne sera jamais une fille de passive, elle sera une survivante de la gloire maternelle, habitée par un désir viscéral de prouver sa propre valeur. Grandir dans l'ombre d'une icône est une épreuve. Grandir dans l'ombre du clan du Splendid est un défi presque insurmontable. Pour vous qui avez vibré devant les bronzés où le Père Noël est une ordure, ces visages font partie de votre patrimoine émotionnel. Mais pour Marie-Lou, Christian Clavier, Thierry Lhermitte ou Michel Blanc ne sont pas des affiches de cinéma. Ce sont les amis de sa mère qui s'invitent à la table familiale. L'industrie entière scrute cet enfant du siècle, attendant le moindre faux pas. Est-elle là par talent ou par privilège ? C'est ce doute permanent, cette étiquette de fille d'eux collée à la peau comme une sentence qui va déclencher chez elle une crise identitaire d'une rare violence. Marie-Lou veut jouer. C'est viscéral, c'est inscrit dans ses gènes. Mais face à elle se dresse un mur inattendu, sa propre mère. Josiane Balasco, qui connaît la férocité de ce milieu, refuse de voir sa fille s'y aventurer. Elle veut la protéger des désillusions, des critiques acerbes sur le physique, de cette broyeuse dame qu'est le Star System. S'installe alors entre elles une période de tension électrique. Chez les Balasco-Berry, on ne pratique pas le silence poli des salons bourgeois. Quand on n'est pas d'accord, on s'affronte. On hurle. C'est le choc de deux tempéraments de feu, deux lames d'acier qui refusent de céder un pouce de terrain.
C'est au cours de l'une de ces disputes homériques que la jeune Marie-Lou, acculée, va prononcer une phrase entrée aujourd'hui dans la légende familiale. Face au refus obstiné de sa mère de la laisser embrasser la carrière de comédienne, l'adolescente lance cet ultimatum provocateur. « Si tu ne me laisses pas devenir actrice, je pars immédiatement à Los Angeles pour faire le tapin. » La réplique est d'une audace folle, presque théâtrale. Sur le coup, Josiane Balasco est stupéfaite. Le choc psychologique est total. Elle confiera plus tard avoir été partagée entre deux émotions radicalement opposées, l'envie de pleurer face à la détresse et l'insolence de sa fille, et une immense impulsion de rire face à l'absurdité géniale de cette menace. À cet instant précis, Josiane comprend une vérité fondamentale. Marie-Lou n'est pas seulement sa fille, elle est son double. Elle possède la même irrévérence, le même humour corrosif et la même insoumission qui ont fait le succès du Splendid. La résistance maternelle cède la place à une admiration secrète. Marie-Lou fera du cinéma, non pas sous la protection de sa mère, mais contre son avis initial, armée de sa seule rage d'exister. Et la suite va donner raison à l'adolescente rebelle. Enchaînant les succès critiques et populaires avec Comme une image ou Vilaine, Marie-Lou Berry s'impose de force dans le paysage cinématographique français, décrochant ses propres nominations au César. Le public adopte cette actrice entière. Mais le véritable chef-d'œuvre de leur relation va se jouer quelques années plus tard, lorsque les rôles professionnels vont totalement s'inverser. Que se passe-t-il dans la tête d'une légende vivante du cinéma lorsque sa propre fille prend le mégaphone et devient, le temps d'un tournage, son autorité absolue? Imaginez le vertige de la situation. Nous sommes en 2016. Marie-Lou Berry décide de passer derrière la caméra pour réaliser son long métrage, Joséphine s'arrondit. Pour incarner la mère du personnage principal à l'écran, elle prend une décision d'une audace folle. Elle engage sa propre mère, Josiane Balasco. C'est un moment de bascule psychologique absolument fascinant pour quiconque observe les dynamiques familiales. L'autorité change radicalement de camp. La réalisatrice chevronnée, l'icône qui a dirigé des monstres sacrés du cinéma français, doit désormais s'asseoir et obéir aux ordres de sa fille. Dans l'industrie, souvent impitoyable du 7e art, où les égos sont rois, un tel scénario aurait pu virer à la guerre de pouvoir ou au règlement de comptes inconscient. Mais c'est précisément ici que la grandeur et la maturité de leur complicité éclatent. Josiane Balasco fait preuve d'une humilité et d'une intelligence émotionnelle remarquables. Elle choisit délibérément de s'effacer, de ranger son immense bagage de metteuse en scène au vestiaire pour redevenir une simple interprète, un instrument au service de la vision de sa fille. Elle confiera plus tard avec une immense fierté sur le plateau de Télé Loisirs. Sur le tournage, Marie-Lou est le chef. Elle est très sérieuse, elle sait exactement ce qu'elle veut et gère son équipe d'une main de maître. Être dirigée par elle n'est pas seulement un bonheur de mère, c'est un privilège de travailler avec une grande artiste. Pour Marie-Lou, la pression psychologique est monumentale. Il ne s'agit pas seulement de réussir un film, il s'agit d'asseoir sa légitimité artistique face à celle qui l'a mise au monde et qui domine le cinéma populaire depuis 40 ans. Sa direction d'acteur se doit d'être irréprochable. Sur le plateau, la relation fusionnelle se transforme en une sorte de télépathie créative. Marie-Lou n'a pas besoin de longs discours, un simple froncement de sourcils, un regard complice, et sa mère comprend instantanément la nuance à apporter au jeu. Cette confiance absolue leur permet de tout oser, même de s'aventurer dans l'autodérision la plus totale. Un an plus tard, en 2017, elle réitère l'expérience dans Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Cette fois, la dynamique est inversée de manière jubilatoire. Marie-Lou incarne la pauvre Cendrillon et Josiane joue la méchante belle-mère acariâtre. Voir une mère tyranniser sa propre fille à l'écran aurait pu être malaisant, mais l'exercice devient d'une drôlerie irrésistible. Pourquoi ? Parce que le public ressent la sécurité psychologique totale qui existe entre elles. Elles s'autorisent à être dures à l'écran parce qu'elles s'aiment inconditionnellement dans la vie. Cette symbiose parfaite, forgée dans le travail et le respect mutuel, trouve aujourd'hui son prolongement naturel sur les planches du théâtre dans la pièce. Ça, c'est l'amour. Une œuvre poignante explorant les traumatismes et les silences de la cellule familiale, dont le retour est d'ailleurs annoncé pour janvier 2027.
Cependant, cette harmonie professionnelle et cette assurance de façade cachent un autre combat, plus intime, plus politique, mené côte à côte. Une guerre de tous les instants contre les diktats d'une industrie cinématographique qui tolère difficilement la différence. Regardons les choses en face. Le cinéma français a toujours entretenu un rapport complexe, parfois cruel, avec l'image de la femme. Pour vous qui suivez l'évolution du 7e art depuis plusieurs décennies, vous savez à quel point l'industrie a longtemps été obsédée par un profil unique de muse, des silhouettes graciles, des beautés standardisées, presque éthérées. Dans ce paysage feutré et soumis à des injonctions esthétiques féroces, l'arrivée de Josiane Balasco, puis de sa fille Marilou, a agi comme un véritable pavé dans la mare. Elles n'entrèrent dans aucune case, elles ont refusé de s'excuser d'exister telles qu'elles étaient. Ensemble, elles ont mené une révolution invisible mais profonde, celle de la réappropriation du corps féminin à l'écran. Pour Marilou Berry, ce combat n'a pas été un choix théorique, mais une nécessité absolue de survie psychologique. Très tôt, elle a dû faire face à la violence de la grossophobie systémique qui règne dans le milieu du spectacle. Dans les bureaux de casting, on lui faisait comprendre, de manière plus ou moins subtile, que son physique imposerait des limites à sa trajectoire. Soit elle devait incarner la bonne copine rigolote, soit le souffre-douleur de service. On refusait de lui accorder la palette complexe des émotions réservées aux héroïnes traditionnelles. Marilou a traversé des phases de doute, des variations de poids sous l'œil inquisiteur des médias, avant de comprendre que le problème ne venait pas de son corps, mais du regard des autres. C'est ici que l'héritage de Josiane Balasco a joué un rôle de bouclier thermique. Josiane, dès les années 1970, avec le Splendid, avait déjà imposé sa force de la nature, sa voix forte et son refus de séduire selon les codes bourgeois. Elle a transmis à sa fille une arme d'une efficacité redoutable, le mépris des conventions et la primauté absolue de l'intelligence sur l'apparence. Grâce à cette éducation, Marilou a fini par transformer ce que l'industrie considérait comme une faiblesse en un levier de subversion massive. Elle est devenue l'une des figures de proue du mouvement de libération des corps en France, dénonçant avec une ironie mordante l'hypocrisie des réalisateurs. Sa philosophie de vie tient en une phrase d'une maturité exemplaire. Le cinéma doit refléter la vraie vie, pas des poupées de chiffon. Je n'ai pas besoin d'être mince pour être excellente. En refusant de se plier aux diktats de la minceur et de la jeunesse éternelle, la mère et la fille ont créé un espace de liberté inédit pour des millions de spectatrices qui, enfin, pouvaient se reconnaître en elles. Leur authenticité est devenue leur plus grand succès commercial et critique. Le public a récompensé leur audace, car le public sait reconnaître la vérité d'une démarche artistique. Elles ont prouvé que la véritable souveraineté d'une actrice réside dans sa capacité à imposer sa propre narration, son propre rythme et sa propre dignité. Cette force de caractère, cette indépendance d'esprit absolue forgée dans le refus des compromis esthétiques, allait pourtant être mise à rude épreuve. Car il est facile de s'attaquer aux codes d'une industrie. Il est infiniment plus douloureux de devoir appliquer ces mêmes principes de vérité et de justice au sein de sa propre lignée face aux secrets les plus sombres de sa propre famille. Nous arrivons au cœur de la tempête, une tragédie moderne où la loyauté du sang est mise à l'épreuve de la vérité. Pour vous qui suivez l'actualité culturelle française depuis des décennies, l'année 2021 reste gravée comme un séisme institutionnel. Mais pour comprendre l'impact psychologique de ce cataclysme sur Marilou Berry, il faut d'abord revenir en 2019. C'est cette année-là que s'éteint Philippe Berry, le père de Marilou et frère cadet de l'immense acteur Richard Berry. La perte d'un père est un deuil immense qui fragilise, mais qui coupe aussi les dernières amarres diplomatiques face aux secrets de la famille paternelle. En février 2021, la déflagration éclate dans l'espace public. Colin Berry dépose une plainte officielle contre son père, Richard Berry, pour des dysfonctionnements intrafamiliaux d'une gravité absolue survenus durant son enfance. Le choc est total pour le cinéma français. Richard Berry est une figure sacrée, un monument de droiture apparente à l'écran. Immédiatement, une ligne de fracture implacable se dessine au sein du clan. C'est le début d'un terrible conflit de loyauté. D'un côté, une grande partie du milieu artistique et de la famille élargie choisit le confort du mutisme pour préserver l'honneur du nom.
De l'autre, une voix s'élève, nette et sans hésitation, celle de Marilou Berry. Marilou refuse catégoriquement de participer à l'omerta, ce pacte de silence des cercles d'influence. Elle prend publiquement la parole pour soutenir sa cousine Colline. Ce choix est un acte de courage moral mûri dans la douleur. Marilou révèle alors qu'elle était au courant de ses souffrances depuis de nombreuses années et qu'elle avait déjà tenté, à l'époque, d'alerter les adultes de sa famille, se heurtant à un mur d'indifférence. En choisissant de briser ce mur, elle sait qu'elle s'expose à la foudre. Elle accepte consciemment de rompre les liens avec sa lignée paternelle et d'affronter le risque d'un isolement professionnel. Sa déclaration de l'époque résonne encore avec la force d'un verdict. « J'ai choisi de me tenir du côté de la vérité, quel qu'en soit le prix pour notre famille. Le silence est une forme de complicité que je ne peux plus tolérer. » Dans cette épreuve d'une violence psychologique inouïe, Marilou ne marche pas seule. À ses côtés, solide comme un roc, se tient Josiane Balasco. Bien que séparée de Philippe Berry depuis de nombreuses années, Josiane n'hésite pas une seconde. Elle fait le choix de la justice, plutôt que celui de la corporation. Elle utilise sa propre notoriété, son immense capital sympathie auprès des Français, pour faire rempart autour de sa fille et de sa nièce face aux tentatives de discrédit. Cette alliance mère-fille transforme un déchirement intime en un symbole national de la libération de la parole. Elle prouve que pour elle, l'éthique passe infiniment avant les privilèges d'une caste. Ce courage face au cataclysme a redéfini à jamais leur place dans le cœur du public. Elles ne sont plus seulement des artistes qui divertissent le pays, elles sont devenues des figures de probité et d'engagement. Mais après avoir traversé une telle tempête, comment reconstruit-on le sens du mot « transmission » ? C'est par le biais de leur art commun et d'un retour aux sources salvateur sur les planches qu'elles vont trouver leur ultime résilience. Le temps passe, les blessures cicatrisent, mais les grands liens de l'existence demeurent inchangés. Regardez le chemin parcouru par ces deux femmes extraordinaires, des éclats de voix de l'adolescence, de cette rébellion farouche où la jeune Marilou menaçait de tout quitter, jusqu'à leur solidarité absolue face au cataclysme de 2021, leur histoire est celle d'une transmission indomptable. C'est le miroir du temps qui se contemple et se comprend. Un tournant psychologique majeur s'est opéré dans leur intimité lorsque Marilou est devenue mère à son tour. Pour beaucoup d'entre nous, c'est à ce moment précis que la perception de notre propre enfance bascule. En tenant son fils dans ses bras, Marilou a posé un regard neuf sur le parcours de Josiane. Et c'est précisément cette maturité émotionnelle acquise dans la douleur et la vérité qui nourrit leur art aujourd'hui. En janvier 2027, le public aura l'immense privilège de les retrouver unis sur scène dans la pièce « Ça, c'est l'amour ». Ce choix artistique n'a absolument rien d'un hasard. Après avoir brisé le silence dans la vie réelle pour défendre la justice, elles choisissent d'investir le théâtre pour explorer, cette fois par la fiction, les failles, les traumatismes, les silences de la cellule familiale. Pour elles, les planches ne sont pas un simple espace de divertissement, c'est un sanctuaire de vérité. Là où la société exige parfois des faux semblants pour sauver les apparences, Josiane et Marilou imposent une mise à nu psychologique totale. Elles ont ainsi magistralement redéfini le concept de dynastie artistique dans le cinéma français. Chez les Balasco-Berry, l'héritage n'est pas une rente de situation ou un nom complaisant que l'on brandit avec légèreté sur les tapis rouges. C'est une exigence de courage, une droiture face au vent, et une insoumission absolue face aux injustices. Elle nous prouve qu'une famille n'a pas besoin d'être parfaite ou d'afficher une harmonie de façade pour être profondément unie. Elle a simplement besoin d'être authentique et courageuse face à son propre destin. Nous voici arrivés au terme de ce grand récit, au cœur de l'intimité de deux femmes indomptables. Et vous, qui avez partagé les rires du Splendid et vu grandir cette nouvelle génération d'artistes, quel regard portez-vous sur leur trajectoire ? Pensez-vous, vous aussi, que la vérité, même lorsqu'elle déchire une famille, reste le plus beau cadeau qu'une mère et sa fille puissent s'offrir et léguer aux générations futures ? Comment résonne en vous cette exigence de transmission ? Partagez vos réflexions, vos souvenirs de spectateurs et vos avis dans les commentaires. Je prendrai un immense plaisir à vous lire et à échanger avec vous.
Si cette analyse approfondie et sans concession vous a touché, manifestez-vous en laissant un précieux pouce bleu, partagez cette vidéo autour de vous pour faire vivre la discussion et surtout abonnez-vous à la chaîne. Votre fidélité est notre plus belle récompense et notre moteur pour continuer à vous raconter l'histoire de ceux qui font notre culture. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain récit.